Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Tartare, je suis ingénieur physicien. Je travaille pour le groupe FTP, First Texas Product, qui inclut les marques de détecteurs de métaux Fisher, Technetics et Bounty Hunter, euh, et aussi d'autres marques, mais qui n'ont rien à voir avec la détection de métaux. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter de manière informelle le fonctionnement de l'Impulse IQ Limited. Donc cet appareil, c'est un appareil que j'ai conçu il y a quelques années. Je vais essayer de vous présenter ça. Donc c'est un appareil qui n'est pas commercialisé actuellement hors des États-Unis ou alors dans quelques pays qui ont les mêmes normes que les États-Unis. Cet appareil ne peut pas être vendu en Europe, il ne bénéficie pas de la certification CE, et ceci est un choix de la part de Fisher, puisque ça a été un choix économique vis-à-vis des batteries. C'est un produit qui a été euh, commercialisé à une bonne centaine d'exemplaires. Il est encore en cours de commercialisation aux États-Unis dans un stock limité. Donc, moi, je vais vous présenter de manière informelle les réglages et comment aujourd'hui on peut l'utiliser pour à la plage. Pour les quelques utilisateurs qui auraient réussi par des biais, on va dire, plus ou moins légaux à obtenir un appareil ou qui auraient été le chercher là-bas aux États-Unis. Moi, je vais vous présenter en français assez brièvement, mais je vais essayer de bien imaginer les problèmes que vous ayez pu rencontrer si vous n'avez pas pu lire la notice en anglais ou que vous ne comprenez pas forcément l'anglais dans le détail. Beaucoup d'informations ont été données sur les réseaux sociaux ainsi que sur les forums comme Detector Prospector, mais bien sûr tout est en anglais. Donc c'est un appareil qui est dédié au beachcombing, c'est-à-dire à la plage, euh, plage de sable humide, euh, et aussi dans les vagues. Donc on peut l'utiliser de manière aquatique, euh, bien sûr raisonnablement, puisque la garantie, je crois, est de 1 mètre dans l'eau au niveau du boîtier. Donc cet appareil a la faculté, par rapport aux autres appareils, d'être extrêmement sensible à l'heure. Je dirais même que c'est un appareil qui est prévu que pour ça, dans cet usage-là. Ce n'est pas un coin shooter, donc ce n'est pas un appareil multi-usage qui, qui vous vanterait les mérites de pouvoir trouver des reliques, des objets à la plage comme des monnaies modernes profondément enfouies. Il peut le faire dans certains cas de figure en fonction de la conductivité des monnaies. Cet appareil a ciblé certaines conductivités que je vais essayer de présenter après. Et on va déjà commencer par expliquer le, le fonctionnement de l'appareil au niveau des réglages. Donc je vais l'allumer. Alors je dispose d'un ampli externe pour que vous puissiez entendre. Donc il faut savoir que j'allume l'appareil avec... donc là je vais allumer l'amplificateur en même temps. J'allume l'appareil sur la position 7 microsecondes. Puisque là, quand vous allumez l'appareil, vous passez par Bad Frequency. Et Bad Frequency, c'est le bouton aussi sur la droite qui sert de réglage de fréquence, mais de délai. Donc quand vous êtes sur Bad Frequency et que vous passez dessus, il enregistre la position sur laquelle vous êtes ici. Et si vous aviez réglé un délai à 8, il va régler automatiquement la fréquence qui était aussi sur 8. La fréquence qui permet d'éviter les interférences. Ce n'est pas une fréquence de détection, c'est simplement une fréquence qui nous permet d'éviter au maximum soit les interférences liées à l'activité humaine, soit les interférences avec d'autres détecteurs. Donc là, je l'ai réglé sur 7 microsecondes, j'arrive en mode tout métaux.
Le délai, on y reviendra après, sachant que cette position correspond quand même en général à une bonne position pour le réglage du bruit au niveau de 7 ici. On a une bonne position pour tout ce qui est bruit avec l'activité humaine. Donc le volume en général je le place plutôt quasiment à fond. La sensibilité sur 4. Donc la sensibilité c'est un réglage, comme vous voyez vous avez une barre rouge. Donc au-delà de 4 vous allez encore gagner, mais vous allez commencer à perdre en stabilité. Et je dirais que le réglage n'est pas linéaire. Donc c'est-à-dire que le gain à partir de 4, il y a du gain, mais vous n'allez pas doubler entre 4 et 8 par exemple. Donc le threshold c'est très 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 important. Donc là on voit que le threshold commence, donc là je le pousse intentionnellement. On voit que le réglage du threshold varie à l'allumage, puisque le détecteur met un certain temps à monter en température. C'est un pulse qui est très puissant. Donc la stabilisation de l'électronique prend un certain temps. Donc en mode tout métaux, cet appareil envoie 4200 pulses par seconde. Donc c'est quelque chose de très rapide avec des pulses très fortes. Et cet appareil est stabilisé en tension. C'est-à-dire que le courant qui passe dans la bobine est constant et il n'y a pas de perte de sensibilité, de profondeur de détection dans le temps. Ça va aller jusqu'au bout et il va conserver jusqu'au bout, jusqu'à la fin des batteries, la sensibilité. Donc c'est un appareil qui est régulé à 15 volts en interne au niveau de la batterie et à un certain ampérage qui est aussi régulé par la même occasion. Donc c'est une pulse extrêmement forte par rapport aux concurrents du marché. Donc ça c'est le threshold. Le threshold, il faut toujours le régler de manière la plus fine possible, à la limite de pouvoir l'entendre, puisque c'est ce threshold qui va déclencher les variations sur une cible. Donc si le threshold est trop haut, vous risquez de masquer la variation de cible. Et sur un pays, tout est important au niveau de la variation, puisque c'est la variation du détecteur qui va faire que vous allez vous arrêter sur une cible ou non. Pour obtenir des cibles profondes, il faudra automatiquement écouter ces petites variations. Plus vous êtes attentif aux petites variations, et plus vous allez aller profondément dans le sable. Alors l'ATS, anciennement dit SatSpeed, c'est un réglage qui permet, c'est un filtrage qui permet de régler la vitesse de recalibrage du détecteur. Donc le détecteur est un détecteur dynamique, c'est-à-dire que quand vous approchez une cible, il la détecte en dynamique et si vous restez sur cette cible est mangée. Donc il se recalibre sur la cible. Donc il ne sert strictement à rien d'aller faire des tests dans l'air, par exemple, et de, je dirais, continuer à détecter en dessous comme ça de la cible, parce que automatiquement vous ne sortez pas du disque et la cible est mangée au fur et à mesure où vous détectez. Donc quand vous faites des tests dans l'air, il est très important de sortir du disque pour ne pas se faire manger par le recalibrage. Alors à quoi ça sert ce recalibrage, ce filtrage? Et ben quand vous arrivez à la plage, ce qui est important sur la plage, sur sable humide, c'est le sel. Le sel est conducteur d'électricité, donc là l'eau de mer, l'eau salée, est conductrice d'électricité. Et plus il va y avoir de concentration de sel dans l'eau de mer, ou plus vous allez avoir d'eau de mer dans le sable, plus votre détecteur va réagir à ce phénomène. Et ça, c'est une loi physique, hein. Peu importe si c'est un VLF, un VDS ou un induction pulsée. Donc je diminue au fur et à mesure le threshold. Donc un sable qui est gorgé d'eau de mer ne va pas répondre de la même manière qu'un sable, par exemple en Bretagne, où l'eau de mer, quand vous creusez un trou, n'arrive pas tout de suite.
vous pouvez voir le fond du trou pendant quelques minutes avant d'avoir de l'eau qui s'infiltre dans votre trou. Donc un sable mouillé qui contient moins, qui est saturé en eau de mer de façon moins importante qu'un autre sable, où vous voyez de l'eau de mer qui luit à la surface, ben, ça va réagir de façon différente. Plus il y a d'eau de mer, plus il est difficile de stabiliser l'appareil, peu importe l'appareil. Donc l'eau de mer va donner un signal de basse conductivité. Enfin, ce que l'on entend par basse conductivité sur les échelles qui nous sont données par les VLF. Donc plus vous allez diminuer ce filtrage, et plus vous allez être sensible à la variation d'eau de mer. Mais par contre, plus vous allez gagner de la puissance. C'est-à-dire que ce filtrage vous permet de recalibrer très rapidement les variations. Alors là, vous allez pouvoir le constater avec une monnaie. Si je m'approche du disque, elle est mangée extrêmement rapidement, et plus je le lève vers la droite, plus elle est mangée rapidement. Et à l'inverse, plus je la baisse, plus elle met de temps à être mangée par le recalibrage. Bon, bah, vous imaginez les variations d'eau de mer sur le sable, et plus vous allez le pousser, et plus il y a de variations, et ben plus ces variations vont être absorbées. Mais il faut savoir que ça a un contre-coup. Plus vous allez absorber de variations, et moins vous allez obtenir de signaux profonds. Alors pourquoi il y a un petit 8 bleu sur le côté? Parce que le SAT est lié au rejet du fer. Donc vous ne pouvez pas rejeter le fer si vous n'êtes pas dans une certaine position de SAT. Tout ce qui est en dessous de 8, vous allez avoir énormément pour le SAT, vous allez avoir énormément de mal à ensuite enclencher le rejet pour rejeter le fer. Alors, un clou vous est fourni dans la boîte, normalement, et quand vous le passez, bon, alors on est en mode all-metal, donc il ne va rien se passer, mais quand vous êtes en mode tonne, je vais vous montrer ensuite les réglages pour pouvoir rejeter ce clou, par exemple. Donc, alors, en mode tout métaux, le mode tout métaux, bon, bah, la plupart des pros utilisent ce mode tout métaux parce qu'ils n'ont pas besoin du mode tonne, tout simplement parce qu'ils arrivent, grâce à l'analogique du détecteur, la longueur du son, la force du signal, à reconnaître si c'est un ferreux ou pas. Le ferromagnétique, le ferreux, a une tendance à être détecté de chaque côté de la bobine. Donc le ferreux est rarement à la verticale, et il est bien souvent à plat, c'est assez rare de trouver un ferreux dans un sable, il se pose naturellement comme ceci. Donc quand il est posé comme cela, ben, vous avez une variation forte ici et une variation forte là. Donc c'est-à-dire, vous avez un double bip, et ici vous l'entendez. Voilà. Donc ça, c'est typiquement la variation du fer. Et la plupart des objets à la plage sont de forme rectiligne. Bon, je dirais plus de 90% des ferreux sont de la forme d'un clou ou de la forme rectiligne. Et donc, vous allez pouvoir les détecter comme ça. Si je le passe à la verticale, vous n'avez pas du tout le même phénomène. Mais avec une verticale vraiment parfaite. Hein. Dès qu'il sera incliné, voilà. Voilà. Dès qu'il est incliné, à nouveau, vous obtenez le double son. Donc, les pros fonctionnent comme ça. Ils détectent la longueur des sons et recherchent les petits sons. Pourquoi les petits sons? Parce qu'en général, l'or s'enfuit profondément par gravité. Et donc, vous allez avoir des tout petits sons. Alors, qu'est-ce que ça donne
en termes de performance en mode tout métaux avant de commencer. Donc ici on est sur des basiques de réglage que je vous ai montré auparavant. Voilà, ça c'est un tout petit son. Là on est à 44 cm. Là on est à 40. 38. 38 ça déclenche déjà, ce n'est plus un petit son. Ça déclenche déjà. Ça c'est un petit son. Alors 35 cm ça donne ça. Voilà. Donc il y a une certaine vitesse de balayage aussi à prendre en compte avec l'API. Donc c'est en général on va dire c'est 1 mètre seconde maximum. Normalement c'est à peu près pareil pour le VLF. Donc ça c'est le mode on va dire expert. Et les experts, je dirais, comme ils sont en tout métaux, se permettent ensuite d'augmenter la sensibilité et de diminuer le SAP. Mais je déconseille aux personnes qui commencent à prendre en main l'appareil d'aller dans ce sens-là. Ça sert strictement à rien. Vous allez vous perdre dans le bruit, vous perdre dans beaucoup de choses. Tout ça pour essayer de gagner 2 ou 3 cm, alors que vous êtes déjà 10 à 15 cm au-delà de tout VLF et au-delà de tout multifréquence à la plaque. Alors, on va redescendre un peu le threshold. Donc, le mode tone. Alors là, on arrive en mode tone, effectivement, et c'est là où on va faire entrer le rejet en compte. Donc, je vais reprendre le clou en fer. Je vais le passer. Là, le rejet est à 0. Alors, il fait toujours son double bip, comme vous pouvez le voir. Et moi, je conseille toujours, quand vous avez un son et que vous êtes en tout métaux, par exemple, on est en train de mode en tout métaux, de passer toujours à 90 pour confirmer, vous tournez autour pour vous confirmer ce double son. Parce que quelquefois, vous allez l'avoir dans l'autre sens et vous n'aurez pas le double son. Donc, le mode tone. Alors, ici, on est avec un rejet à 0. Donc, je passe le clou et j'augmente. Alors là, on entend déjà la tonalité qui a changé. Elle fait... Et là, vous avez un graphe qui apparaît. Alors, j'augmente encore. Et j'augmente encore. Alors, le but du jeu, c'est de reconnaître à l'oreille ce grave. Alors, quand vous débutez, vous allez pousser la discrete et c'est pas quelque chose qui est conseillé. Le but étant de reconnaître le plus rapidement possible au niveau du rejet le grave. Alors là, je vais baisser un petit peu la sensibilité et le threshold parce que je suis à l'intérieur de la maison et je ne contrôle pas entièrement la maison au niveau de ce qui se passe autour de moi, les machines, etc. Donc le but du jeu étant de mettre le minimum possible Maintenant, là, il fait un aigu. Je remonte. Voilà. Pour moi, là, c'est déjà largement suffisant, voire de trop. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous poussez le rejet? Alors, si vous poussez le rejet trop loin, vous allez commencer à perdre des conductivités plus hautes. Parce que plus vous allez pousser le rejet, et plus la sensibilité va diminuer sur les conductivités hautes. Donc, si je prends l'exemple de 20 grammes en 18 carats, donc 20 grammes 18 carats, hein, c'est pas rien. Bon, bah, là, il est très très bien détecté parce que je n'ai pas poussé le rejet. Par contre, si je pousse le rejet,
Bah, finalement, j'y arrive même pas. J'arrive même pas à m'en séparer. Il faudrait vraiment peut-être pousser l'ATF dans l'autre sens. Voilà. Là, je pousse l'ATF en mode extrêmement débutant et je pousse le rejet à fond. Bon, bah, le 20 grammes est perdu. Alors, le clou aussi, hein, bien sûr. Mais là, tout est perdu. Alors, ce n'est pas le but. Le but étant de rejeter le clou, mais de ne pas rejeter la 20 grammes. Donc, je recale bien mon ATS à 8. J'ai pas besoin de pousser plus que ça. Et je règle. Voilà. Et là donc, il fait un grave sur le clou et un aigu sur la 20 grammes. Donc voilà comment on règle la dyscréie, enfin c'est pas une dyscréie, c'est le rejet du fer, le rejet de certaines conductivités hautes avec l'appareil. Donc le délai, là on a fait tous nos tests sur 7 microsecondes. Alors plus le délai est bas, plus l'appareil va aller chercher des basses conductivités profondément. D'ailleurs, en même temps, il aura aussi les moyens de conductivité un petit peu plus profondément. Donc, c'est un réglage pour les pros, ils aiment bien pouvoir aller très très bas. Mais ça implique que plus vous allez aller bas, et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de l'eau de mer, plus vous allez prendre l'eau de mer. Donc, c'est à vous, en fonction du terrain et de ce que vous faites, si vous êtes dans l'eau, au-dessus, sur le sable mouillé, avec de la saturation d'eau de mer ou pas, vous allez régler ce délai. D'ailleurs, quand vous détectez de façon normale, pas saccadée, il faut être bien parallèle, etc., au sol, si vous commencez à avoir des sons en fin de balayage intempestifs, ben là, peut-être qu'il va falloir que vous augmentiez le délai. D'ailleurs, le délai proposé pour les débutants étant sur 8 microsecondes. Donc, plaçons-le à 8 microsecondes, ce qui est déjà un bon challenge pour les débutants, pour ceux qui détectent sur le sable humide. Pour ceux qui détectent sous l'eau, donc là, sous l'eau, il y a un gros volume d'eau de mer qui va se trouver au-dessus et en dessous du disque. Donc là, vous avez le maximum de conductivité de conductivité autour du disque. Et là, il va falloir augmenter le délai. Donc les gens qui cherchent complètement dans l'eau devront travailler sur la position quasiment 11,5 microsecondes. En fait, cette position réellement correspond à 15. Il y a eu une correction qui a été faite au fil du temps, mais le sticker n'a pas été corrigé. Donc c'est 15, 11, etc. Et tout le reste, c'est bon. Voilà ce que je peux dire. Le mode mute, c'est exactement le même que le mode tone, sauf qu'au lieu de faire un grave, il fait une coupure. Alors là, pour vous donner un ordre d'idée, quand je passe le clou, on entend bien le grave, mais si je le passe en mute, donc au lieu d'avoir le grave, on a la coupure. Alors le mode volcanique, c'est un mode qui est plus agressif concernant le ferreux. C'est-à-dire on a vraiment un mute total, mais ce mode va diminuer la sensibilité. En revanche, sur des pierres volcaniques, les pierres volcaniques vont être rejetées. Et l'appareil va continuer à détecter bien sûr les 20 grammes en heure, ainsi que les 2 grammes en dessous de pierres volcaniques et en dessous de ferreux. Alors là, voilà le ferreux, il est coupé. Je place le ferreux sur la 2 grammes hein, et je repasse et vous allez voir, il prend bien la bague de 2 grammes hein, et le ferreux tout seul, voilà, il ne prend pas le ferreux.
Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour des réglages. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Énormément en fonction de... Mais là, je vais pas pouvoir rentrer dans ces détails-là, mais en fonction des terrains, en fonction... Là, ça va être à vous de faire vos propres essais. Je pense que le plus important pour les gens qui veulent faire du Roger, c'est de rester sur le mode tonne, parce que le mode tonne, c'est le mode le plus puissant. C'est pour ceux qui veulent faire du Roger en débutant, plutôt que le mode mute. Le mode mute, c'est très difficile à reconnaître à l'oreille un mute, tandis que c'est beaucoup plus facile de reconnaître un son grave à l'oreille. Voilà. Alors bien sûr, le mode tone est un peu moins stable que le mode tout métaux, dû à la conception électronique. On est dans les limites de conception. Donc, si vous devez baisser la sensibilité, ce n'est pas grave. L'appareil reste très puissant. Par exemple, si je le place à 2, ici, on va refaire quelques essais. Je vais prendre la 2 grammes, mais c'est quelque chose, il reste extrêmement puissant. Et bien plus puissant que n'importe quel des VLF. Vous voyez, j'arrive déjà à 40 cm. Et il est bien plus puissant que n'importe quel des VLF ou des VBS dans les mêmes conditions. Donc voilà la présentation de l'appareil. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Alors, j'ai entendu aussi dire Alexandre, il travaille que sur l'Aqua et pas sur les appareils Gold Gates, et c'est Karl qui non pas du tout. C'est moi qui travaille sur tous les appareils à induction pulsée, toutes les nouveautés, bien au-delà de ces appareils-là. Et c'est moi qui travaille aussi sur les appareils à Gold Gates. Alors bien sûr, on a une équipe, j'ai une équipe avec moi pour travailler là-dessus. Depuis des années, on travaille en équipe et bien sûr, je travaille avec Karl aussi en équipe, mais c'est moi qui fais le développement de ces appareils en termes hardware, en termes de programmation. Bon, voilà, j'espère vous avoir aidé. Il y a bientôt 30 minutes de vidéo, ce qui est énorme. Donc n'oubliez pas, voilà, vous avez un 12 pouces ici qui a servi pour les tests. 12,7 pouces, un grand disque. Il existe un disque de 8 pouces pour les gens qui vont dans l'eau, beaucoup plus stable. Plus le disque est petit, plus c'est stable, et plus ça prend petit. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, vous voyez, les derniers réglages qui ont été effectués, malgré que ce soit des réglages débutants avec très peu de sensibilité, un ATS de la disquerie et un délai à 8 microsecondes, l'appareil reste extrêmement sensible. Donc il n'y a pas besoin d'aller affiner, de chercher grossièrement à tout pousser comme en général je peux le voir. Alors, une dernière information qui peut vous être donnée, le casque qui a été fourni pour la plupart des premiers détecteurs n'est pas un casque optimal. Il a un gain qui est pas très élevé, mais ce casque permet d'aller sous l'eau. Alors bon, je sais qu'il y a des casques qui sont en préparation, pour First Texas ou pour ceux qui bricolent, peuvent adapter un casque conventionnel. Alors ne me demandez pas de le faire, je ne le ferai pas, tout simplement parce que je n'ai pas le temps, je travaille sur d'autres détecteurs. Mais il faut savoir qu'un casque avec un gain plus élevé peut vous donner des profondeurs plus élevées, puisque l'appareil analogique vous donne l'intégralité de son analyse à l'oreille. Donc la moindre variation, le moindre gain sur le casque, ça équivaut à un gain d'ampli à l'intérieur de l'appareil. Donc ça a été une erreur qui a été faite par un prospecteur sur YouTube. Il avait été prévenu. Il a acheté un appareil sans savoir ce qu'il a acheté exactement. Et le casque, je pense qu'il a eu un casque de première génération. Et le casque est très important. L'impédance du casque est très importante.
et la fréquence de fonctionnement du casque est très importante. Ici, on a un threshold qui tourne autour de 750 Hz audio. Donc, tout casque ayant un gain optimal autour de 750 Hz va augmenter, va améliorer votre réponse en profondeur et vous pouvez gagner 5 ou 6 cm assez facilement en profondeur. Et bien au contraire, si vous utilisez un casque non adapté, avec une impédance non adaptée, un gain tout à fait pourri, vous pouvez diminuer par 2 la profondeur de votre détecteur. Donc le casque est très très important pour un appareil analogique de type induction pulsée. Pour un appareil numérique, ça n'a aucune importance, puisque c'est la machine qui décide de vous faire un bip, et c'est tout. Là, ce qui n'est pas le cas, c'est votre cerveau qui doit analyser les sons entrant dans votre casque. Et donc, toutes les amplitudes ont leur importance. Allez, merci à vous, bonne journée.